Bonjour les coronavirés, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Suite de la série aujourd'hui, donc saison 2, on attaque. J'ai passé un week-end terrible après la semaine dernière où j'ai découvert l'informatique. Là cette semaine, nouvelle formation, j'ai passé tout le week-end. J'ai commencé par un stage Camille Marsan. Bon, pas trop de progrès sur l'anglais, donc du coup j'ai suivi un stage avec Anne Lorichesse. J'ai passé des TOEFL, des TOEIC, elle m'a fait passer 18 TOEIC dans le week-end. Arrivé au TOEIC 19, j'ai dit j'arrête, je vais être malade. Bon, trêve de plaisanterie, j'ai essayé de faire des progrès en anglais. On attaque aujourd'hui donc 2 chapitres, on va en faire qu'un seul pour le moment, sur le principe du fonctionnement du laser. Pourquoi l'anglais? Laser, hein, on y vient tout de suite. Light amplification by stimulated emission of radiation. Voilà, il m'a fallu un week-end pour essayer de vous expliquer ça en anglais. Donc on adoptera dans ce chapitre-là le modèle d'Einstein 1917. On va réaliser un amplificateur de lumière par analogie avec un amplificateur ici électronique. On verra l'analogie dans ce chapitre-là entre l'oscillateur optique qui est le laser et l'oscillateur à Pontevin qu'on a déjà un petit peu vu en électronique. Voilà, première partie, approche descriptive des processus élémentaires d'émission et d'absorption. Premier processus important, l'absorption. Donc si on a deux niveaux d'énergie, E1 de plus bas niveau d'énergie, E2 de plus haut niveau d'énergie. Pour avoir une absorption, bien sûr, l'atome doit pouvoir absorber une énergie E2 moins E1 égale H nu. Donc en fait, l'atome, dans son état fondamental de niveau d'énergie E1, doit être capable de capturer cette énergie H nu pour passer sur un niveau d'énergie plus élevé. On peut décrire ce phénomène d'absorption par une probabilité. Cette probabilité dP, elle va être proportionnelle à la densité spectrale d'énergie électromagnétique en fréquence, U de nu, qu'on a déjà vu au chapitre précédent. Ici, U de nu, proportionnelle au temps. Et donc, dans cette théorie d'Einstein, Einstein montre que cette probabilité est proportionnelle donc à U de nu d nu, avec un coefficient de proportionnalité qui est égal à B12, coefficient d'Einstein pour l'absorption. De là, on peut écrire que dN2, donc la variation du nombre d'atomes sur le niveau 2, il est en fait proportionnel au nombre d'atomes ici qui sont présents sur le niveau 1. Et puis on reprend donc cette loi de probabilité B12 U de nu dt. Voilà en ce qui concerne l'absorption. Deuxième processus, l'émission ici spontanée. Donc ce sera bien sûr une transition inverse d'un niveau d'énergie plus élevé vers un niveau d'énergie moins élevé. De même, sur cette théorie d'Einstein, cette probabilité élémentaire dP, elle est proportionnelle au temps et on fait intervenir un coefficient grand A qui est le coefficient d'Einstein lié ici au phénomène d'émission spontanée. Ce qui fait que cette fois, on pourra écrire que dN2, ici, par émission spontanée, est proportionnel au nombre d'atomes sur l'état 2, et puis on remet cette probabilité-là. Alors bien sûr, vous apercevez que sur la première relation, pour l'absorption, D2N2 augmente puisque le nombre d'électrons sur le niveau 2 va augmenter. Par contre, sur l'émission spontanée, on s'aperçoit que D2N2, bien sûr, vous avez un signe moins puisque cette fois, on aura un nombre d'atomes qui va passer du niveau 2 au niveau 1, donc ce nombre d'atomes va décroître. Si on n'a qu'un processus d'émission spontanée, on s'aperçoit que dN2 sur dt, c'est moins A dt. Si on intègre par rapport au temps, ici, on résout cette équation différentielle, on va obtenir N2 de t égale N0 exponentielle moins t sur tau, avec une constante de temps qui est égale à tau. Un petit rappel sur cette émission spontanée, c'est une émission qui est totalement aléatoire dans la direction des photons émis. Fréquence aléatoire, pulsation aléatoire, phase aléatoire. Donc l'émission se fait dans toutes les directions de l'espace de manière isotropique. On y reviendra tout à l'heure, ça aura une importance
bien souvent, on ne la prendra pas en compte dans le bilan à cause du fait que les photons qui vont être émis grâce à cette émission spontanée se fait dans toutes les directions de l'espace. Petit 3, émission ici stimulée, ou souvent on dira émission induite. Donc là, cette fois, toujours pareil, transition du niveau 2 au niveau 1. La probabilité élémentaire d'avoir cette émission stimulée, proportionnelle à U de nu dt, avec un nouveau coefficient d'Einstein qui sera B de 2 vers 1. Cette fois, on pourra écrire que dN2, donc variation du nombre ici, d'atomes sur le niveau 2, ici, est proportionnel à N2. Bien sûr, le signe moins, puisque lors de cette émission stimulée, bien évidemment, le nombre d'atomes décroît au cours du temps. Donc B de 1, U de nu, dt. Voilà les trois processus possibles avec trois coefficients d'Einstein. B1,2 relatif à l'absorption, B2,1 relatif à l'émission stimulée ou l'émission induite, et le coefficient A, ici, dans le cas de l'émission spontanée. L'émission stimulée ou induite est totalement différente à l'émission spontanée. Là, cette fois, on pourra avoir une émission qui se fait dans la direction ascendante. Tous les photons auront même phase, même fréquence, même pulsation que l'onde incidente. Elle est parfaitement, ici, cette émission stimulée, elle est parfaitement contrôlée, parfaitement cohérente. Si on se place en régime permanent, ici, et qu'on fait un bilan du nombre d'atomes, admettons, sur le niveau 2, ici, donc on développe D2N2 sur dt, puisqu'on est en régime permanent. Donc on fait intervenir les termes ici par émission spontanée, on fait intervenir le terme ici par émission induite, U de nu N2, et on fait intervenir le terme ici d'absorption, donc l'autre coefficient ici B1,2 U de nu N1. On résout cette équation-là, on peut arriver à une expression du type U de nu égale A sur B de 1 divisé par N1 sur N2, B12 sur B de 1 moins 1. Bon, il est très facile d'identifier les expressions de N1 et de N2. N1, en faisant intervenir le facteur de Boltzmann, N1 c'est égal à N0 exponentielle moins H nu 1 sur KT. N2 c'est égal à N0 exponentielle moins H nu 2 sur KT. Donc quand on va calculer N1 sur N2, le N0 va disparaître. Ça nous fera exponentielle de H nu 2 moins nu 1 sur KT, c'est-à-dire exponentielle de H nu sur KT. Donc en fait, U de nu, ça nous fait A sur B de 1. N1 sur N2 qu'on peut remplacer par l'expression exponentielle H nu sur KT. B12 sur B de 1 moins 1. Mais en fait, l'expression de U de nu, densité spectrale d'énergie électromagnétique en fréquence, on l'a déjà vu sur le chapitre sur le rayonnement électromagnétique. On n'a pas tout à fait vu U de nu, nous on avait vu U de lambda, qui était égal à 8 pi H ici, C sur lambda 5, 1 sur exponentielle HC sur lambda KT moins 1. Suffit de transformer ici la longueur d'onde, remplacer lambda par C sur nu. N'oublions pas que la relation entre U de lambda et U de nu, on a un facteur C sur nu de d'écart. Si on retrouve l'expression ici de U de lambda en fonction de U de nu, on identifie avec l'expression que l'on a ici. En fait, on arrive assez facilement à montrer que U de nu, grâce au chapitre précédent, l'expression de U de nu est égale à 8 pi H ici, nu cube sur C3, exponentielle H nu sur KT moins 1. Donc si on identifie cette relation-là avec l'expression qu'on a trouvée là avec les coefficients d'Einstein, on voit sans problème qu'en fait B12 sur B21 égale 1, c'est-à-dire que les deux coefficients B12, B21 sont identiques. Et bien évidemment, on s'aperçoit que A sur B21 ou A sur B12, eh bien c'est le facteur qui est au numérateur, donc 8 pi H nu 3 sur C3. Par identification, on peut retrouver ici, comme le U de nu est connu par la loi
de Planck du chapitre précédent, on peut retrouver la signification des coefficients à partir de là. Voilà, grand 2, on va essayer de voir un petit peu l'amplification par l'émission stimulée, qui est ici l'émission qui va nous intéresser par la suite. Donc, grand 2, on va revenir un petit peu là-dessus. Donc on va s'intéresser à l'amplification par émission stimulée. Petit 1, on repose un petit peu le problème. Donc on considère une onde plane qui va se propager selon UZ. On définit la valeur moyenne du vecteur de Poynting. On définit P de nu dpi sur d nu. Et on se rappelle que U de nu, densité ici d'énergie électromagnétique en fréquence, T de UEM sur d nu. Si on reprend un petit peu le travail qu'on a fait sur la propagation dans le vide des ondes électromagnétiques, on se rappelle que la valeur moyenne de pi, c'est égal à C fois la valeur moyenne de l'énergie électromagnétique. Du coup, on peut montrer assez facilement que U de nu, c'est P de nu sur C. Autre relation qui va nous servir un petit peu plus tard, on montre que P de nu, c'est égal à phi de nu multiplié par H nu, l'énergie véhiculée par chacun des photons. Du coup, essayons de montrer ici pourquoi il sera nécessaire d'avoir une amplification. On a vu grand N1, grand N2, les nombres d'atomes sur les niveaux 1, niveau 2. On va appeler petit n1, petit n2, les nombres d'électrons, les nombres d'atomes, pardon, ici par l'unité de volume sur chacun des niveaux d'énergie E1, E2. À partir de là, on peut établir deux relations différentes ici. Donc regardez un petit peu sur le poly, je vous ai mis par exemple D2NC ici, qui vont être créés à la fois par émission ici et à la fois par absorption. Alors quand je considère l'émission, on va considérer uniquement l'émission stimulée ou l'émission induite, puisqu'on a dit tout à l'heure que l'émission spontanée était totalement aléatoire dans toutes les directions de l'espace, on ne prendra pas en compte. Donc du coup, D2NC, ça nous fera en fait B de 1, U de nu, delta N2 dt. Donc ça, ici, c'est ce qui va être créé. Et puis, on aura par absorption B12, U de nu, ici, delta N1 dt. Je remplace delta N2, delta N1, ici, par N2 multiplié par le volume. Donc N2 dx, dy, dz. Même chose ici, on le remplacera par N1 dx, dy, dz. Et on a donc une première expression de delta NC. Maintenant, on a aussi, bien sûr, de l'énergie qui pourra être formée ici grâce aussi aux photons qui vont rentrer, puisque toujours pareil, hein, le bilan, vous allez le faire ici à travers un cylindre de section S, ici, à deux positions Z plus dz. Donc on pourra écrire de la même façon que le nombre ici de photons entrants, ce sera phi de nu à l'abscisse Z, celui sortant phi de nu à l'abscisse Z plus dz, multiplié par la surface. Donc ici on aura dy dx multiplié par le temps dt. Du coup, phi nu de z moins phi nu de z plus dz, comme d'habitude, on le passe en moins d phi nu sur dz fois dz. Et du coup, on va écrire qu'en régime permanent, en écrivant que delta 2Ne plus delta 2NC égale à 0. On déroule un petit peu cette équation-là. On obtient d phi de nu sur dz, dx, dy, dz fois dt, plus b u de nu, puisque je vous rappelle que les quotients d'Einstein, b de 1, b1, 2, c'est exactement la même chose, fois u de nu, n2 moins n1, ici, fois dx, dy, dz, dt égale à 0. On simplifie par le volume, on simplifie par dt. Du coup, j'obtiens que d phi de nu, ici, sur dz, c'est égal à b u de nu, n2 moins n1. Je vous rappelle qu'on a une relation entre phi de nu et p de nu qu'on avait pris ici au paragraphe précédent.
Du coup, j'obtiens, en remplaçant, dérivée de P2 nu par rapport à Z, qui est égal à B, N2 moins N1, ici, sur C, H nu fois P2 nu. Je sépare les variables, je regroupe les variables en P2 nu d'un côté, la variable en Z de l'autre, et on arrive en fait à P2 nu de Z égale P0 de Z exponentielle, ici, B, H nu, N2 moins N1, divisé par C fois Z. Voilà l'expression de P2 nu en fonction de Z. Si on veut que l'onde soit amplifiée, l'onde incidente soit amplifiée, vous voyez qu'il faut que N2 soit supérieur à N1, c'est-à-dire grand N2 plus grand que N1. Il va falloir en fait, je vous rappelle que les niveaux d'énergie E1, E2, avec un nombre d'atomes au niveau E1, N1, nombre d'atomes au niveau E2, N2, il va falloir en fait que le nombre d'atomes dans le niveau le plus élevé soit plus important que dans le niveau le moins élevé. Ça, c'est totalement contraire, bien sûr, à ce qui se passe d'habitude, puisque d'habitude, le niveau le plus peuplé, c'est le niveau de plus bas niveau d'énergie. Là, il va falloir, pour avoir un facteur d'amplification, il va falloir qu'il y ait plus d'atomes sur le niveau plus excité que le nombre d'atomes sur le niveau moins excité. Il va falloir enrichir le niveau d'énergie plus élevé. Ici, on va devoir provoquer une inversion de population pour faire passer un nombre d'atomes du niveau 1 au niveau 2. Pour créer ici cette condition d'amplification, il va falloir faire monter des atomes du niveau 1 au niveau 2. On pratique ce qu'on appelle ici une inversion de population. Et ça, même si ça a été découvert, le principe du laser, ici 1917 par Einstein, il faudra près de 50 ans pour voir un premier physicien, Alfred Kessler, en 1966. Quelle année 1966, ici, pour voir par ce processus, qu'on appellera le processus de pompage optique, on va être capable ici, pour la première fois, de faire passer, inverser une population pour faire passer du monde au niveau 2 par rapport au nombre d'atomes présents au niveau 1. Grâce à ce pompage optique, un système optique qui va être capable ici de faire monter ici des atomes du niveau 1 au niveau 2, on sera capable à ce moment-là d'avoir un facteur d'amplification qui sera très très important tout à l'heure, P2 nu de Z. On aura de l'exponentielle croissante qui permettra d'avoir un gain de puissance. Voilà, très très important pour avoir cet effet laser, on y reviendra tout à l'heure. Donc système d'inversion de population, il faut enrichir le niveau 2 par rapport au niveau 1. Et ça, on l'a créé pour la première fois en 1966, c'est le système de pompage optique. Grand 3 maintenant, on va essayer de présenter par analogie un montage électronique qui sera exactement du même type que le montage tout à l'heure optique par l'effet laser. Donc grand 3, là on va revenir en terrain un petit peu plus connu. On va revoir un petit peu ce qu'on a vu sur les systèmes électroniques. Donc grand 3, ici approche expérimentale de l'oscillateur à pont de Wien. De l'oscillateur à pont de Wien. Ici. Donc surtout, pas confondre, pas confondre les deux physiciens qui vont intervenir. Celui qui est impliqué dans le rayonnement, c'est Wilhelm Wilm. Là, ici, c'est Max Wien, qui est né à Iéna. Donc celui qui est responsable de cet oscillateur à pont de Wien dans l'électronique n'a rien à voir avec celui qui a travaillé un petit peu sur la loi du rayonnement. Donc petit 1, principe de fonctionnement d'un oscillateur. Voilà, donc si on a un système bouclé, ici, voilà, donc ici on va l'appeler EA, ici SA, ici admettons EF et SF. Donc admettons la fonction de transfert du haut, on aura bien sûr SA bar qui fera A bar fois EA bar, et SF bar, si on appelle H bar la fonction de transfert d'en dessous, H bar, EF bar. Par contre, le système est bouclé, bien évidemment, donc SA bar c'est EF bar et SF bar c'est égal à EA bar. Si on écrit cette condition de bouclage, on arrive à 1 moins A bar H bar, ici, multiplié par SA bar, égale 0. Soit A bar H bar égale 1.
Alors vous verrez que nous, dans le cas pratique ici, on aura A bar qui sera réel et positif. Donc finalement, cette condition-là, ici, nous permettra d'écrire que HA égale 1 et que l'argument d'H bar est égal à 0. Donc A bar, H bar égale 1, ce qui fait que comme A est réel, on aura réel et positif, on aura HA égale 1 et l'argument d'H bar égale à 0. Du coup, on va s'intéresser à la création ici de la chaîne A bar, la chaîne F bar, et puis après on mettra la chaîne de retour pour boucler tout le système. Donc premier dispositif, on va créer la chaîne directe avec le pont de Wien qu'on a déjà utilisé en électronique. Je vous rappelle que c'était un filtre passe-bande qu'on avait utilisé. Donc E bar, S bar, en fait on a ici une cellule RC, puis un RC en parallèle. Fonction de transfert classique. On applique le diviseur de tension. On a l'impédance de la résistance et de la kappa en parallèle sur ZRC, plus l'impédance de la résistance, plus l'impédance du condensateur. On développe, on remplace ici par l'impédance en parallèle RC, puis les impédances en série. On développe un petit peu tout ça. Et en fait, j'obtiens H bar sous la forme, ici, JRC oméga sur 3 JRC oméga, ici, plus 1 moins R2 C2 oméga 2. Si on fait intervenir ici une forme classique du passe-bande, on obtient en fait 1 tiers sur 1 plus JQ, oméga sur oméga 0, moins oméga 0 sur oméga. Du coup, on peut en fait faire intervenir un facteur de qualité qui est égal à 1 tiers et une pulsation oméga 0 qui est égale à 1 sur RC. Voilà, ça c'est la chaîne directe. Maintenant, si on regarde un petit peu la chaîne de retour, donc ce que j'ai mis en petit 3, on va essayer de créer un amplificateur de tension. Donc l'amplificateur de tension, ça on va le créer par un montage ampli-op qu'on a déjà vu. On applique sur l'entrée plus, ici j'ai mis une tension petit e, et puis on a une rétroaction formée par deux résistances R1, R2, toujours pareil pour avoir quelque chose de stable, rétroaction sur l'entrée inverseuse de l'ampli-op. Si on applique le théorème de Millman ici sur l'entrée inverseuse, on aboutit à S bar sur E bar égale 1 plus R2 sur R1. Donc ça va constituer ici la chaîne de retour qu'on avait établie. On relie tout ça pour former l'oscillateur à pont de Wien. On y va maintenant, on relie un petit peu tout ça et on va obtenir un système bouclé. Donc on va avoir le montage non inverseur, ici, le moins, R1, R2, ici, qui est sur le plus. Et puis ça, on va revenir bien sûr sur la cellule RC que l'on a là, et on boucle ici le système. Là, on retrouve ici ce qu'on avait vu dans la première partie avec la boucle A bar, et là on retrouve ce qu'on avait vu sur la deuxième partie, le fameux F bar avec une fonction de transfert qui est égale à H bar. On reprend la condition d'oscillation de tout à l'heure. On avait dit que dans ce cas-là, il fallait que A bar, H bar soit égal à 1. Donc il va falloir ici que l'on ait bien évidemment AH égale 1 et que l'argument de H bar soit égal à 0. H bar, je vous la rappelle, la fonction de transfert ici du pont de Wien, c'était égal à 1 tiers sur 1 plus JQ oméga sur oméga 0 moins oméga 0 sur oméga. Donc argument d'H bar égale 0, partie imaginaire nulle, ça fait oméga égale oméga 0, condition d'oscillation. Deuxièmement, si oméga égale oméga 0, vous voyez qu'H bar à ce moment-là est égal à 1 tiers. Comme je veux A fois H égale 1, eh bien nécessairement il faudra que A soit égal à 3. Comme A, le gain du montage dans l'inverseur, c'est égal à 1 plus R2 sur R1, ça nous entraîne que 1 plus R2 sur R1 égale 3, R2 plus R1, R2 sur R1 doit être égal à 2. Voilà les conditions d'oscillation. On doit avoir à la fois ici oméga égale oméga 0, condition d'oscillation, en pulsation, en fréquence, et deuxièmement, A égale 3, R2 sur R1 égale 2.
Du coup, si on remet ça dans l'équation différentielle A, h bar moins 1 fois S bar égale 0, vous voyez que je remplace h bar par sa valeur, on déroule et on obtient une équation différentielle à résoudre ici que vous avez R2, C2, S point bar, dérivée seconde de S par rapport au temps, facteur de 3 moins A, S bar, plus S égale 0. Donc on peut avoir 3 cas suivant les valeurs de A. Si A est plus petit que 3, on a un oscillateur amorti. Mais comme au départ, vous n'avez pas d'oscillation, les oscillations ne peuvent pas prendre naissance. Deuxième cas, oscillateur harmonique, si A égale 3. Si on part de 0, on peut pas avoir des oscillations harmoniques. Troisième cas, si A plus grand que 3, amplification du signal. Les oscillations prennent naissance si A est plus grand que 3. Expérimentalement, qu'est-ce que l'on constate? Si A est plus grand que 3, je refais le détail un petit peu, et donc les amplitudes vont partir si A est plus grand que 3. Donc les oscillations partent de 0 et les oscillations augmentent. Le problème, c'est que vous avez bien sûr un ampli-op, ici, sur le montage d'un inverseur, et vous savez que la tension au niveau d'un ampli-op est limitée en sortie. On ne peut jamais dépasser plus Vsat en valeur positive, descendre sous moins Vsat en valeur négative. Donc les oscillations vont prendre naissance, et puis au bout d'un moment, l'ampli-op va saturer. On va voir petit f justement le rôle des non-linéarités. Si l'ampli-op sature, à ce moment-là, vous voyez qu'en sortie de l'ampli-op, SA, qui est égal à EF puisque c'est bouclé, c'est égal à plus Vsat. Donc dans ce cas-là, le système ici d'équation différentielle n'est plus le même. On va obtenir cette fois T2SF sur dt2 plus 3 fois oméga 0 d2SF sur dt plus oméga 0 carré S égale 0. Cette fois, on obtient l'équation d'un oscillateur amorti. Ce qui fait que là, dès qu'on a saturé l'ampli-op, on aura ici au niveau de la sortie de SF l'équation d'un oscillateur amorti. Si on a l'équation d'un oscillateur amorti, à ce moment-là, l'ampli-op ne sature plus, on revient sur cette équation originelle. L'ampli-op, cette fois, eh bien, petit à petit, les oscillations vont pouvoir reprendre naissance jusqu'à la saturation de l'ampli-op. Saturation de l'ampli-op, on rebascule sur cette équation différentielle, désamplification de l'ampli-op, etc. À chaque fois, on amplifie le signal, on sature en sortie. En saturant en sortie, l'équatif n'est plus la même, on la désature, on a une désamplification du signal, on revient sur cette équation-là, etc. On s'aperçoit qu'en signal, on va avoir un oscillateur quasi sinusoïdal. En fait, on sera quasiment tout le temps à la pulsation oméga égale oméga 0. Mais par contre, à chaque fois, on va écrêter les valeurs. On aura des oscillations sinusoïdales qui prennent naissance, saturation. Donc ici, des petits morceaux de signaux carrés sur les saturations plus Vsat moins Vsat. Ça décroît, etc. On parle d'oscillateur quasi sinusoïdal, ici, pour cet oscillateur à pont de Wien. Si on regarde un petit peu la décomposition au signal, ici en série de Fourier du signal, on a, bien sûr, si A est très très proche de 3, un tout petit peu plus grand que 3, on a des oscillations presque sinusoïdales, avec un pic de fréquence ici uniquement au niveau du fondamental. Par contre, si on met un petit peu plus la pêche sur A, donc on augmente un petit peu plus que 3, R2 sur A un petit peu plus que 2, et bien à ce moment-là, on risque d'écrêter un petit peu le signal, on va avoir des harmoniques impaires comme sur un signal carré qui vont apparaître. Voilà, donc ça c'est l'effet de non-linéarité. On augmente le signal, on sature, on redescend, et puis on va sans arrêt osciller entre les deux positions. Voyons maintenant sur le laser, retrouvons un petit peu les caractéristiques de cet oscillateur électronique. On va voir pas mal de parallèles entre les deux. Donc dernière partie grand 4, ici, le laser. On commence à s'intéresser à la cavité optique. Vous allez voir que la cavité optique joue exactement le même rôle que dans l'oscillateur à pont de Wien, le pont de Wien. Donc en fait, vous allez avoir une cavité, ici, entre deux lames L1 et L2. Donc on envoie une onde lumineuse sous un silence normal. L'indice du milieu, ce sera petit n. La longueur ou la distance entre les deux lames, on l'appellera grand N. Grand L. Donc le déphasage entre les deux sur un aller-retour, on sait que c'est 2 pi delta sur lambda. Ici, la différence de marche, ce sera pour un aller l'indice fois le chemin géométrique, n fois L. Donc sur l'aller-retour, on aura donc 4 pi nl sur lambda. Du coup,
entre l'onde qui va ressortir au bout d'un aller-retour et l'onde entrante. On aura en fait une amplitude R1, R2, puisque R1 et R2, ce seront les facteurs de réflexion en amplitude pour l'onde ici de départ, puisque la première lame, on a un facteur de réflexion qui vaut R1, deuxième lame R2. Donc ça nous fait R1, R2 exponentielle de moins 4pi NL sur lambda, ici, sur le déphasage qui va intervenir J. Voilà le premier point. Conditions d'oscillation. Ici, on reprend les mêmes conditions d'oscillation qu'on a vues, bien sûr, de manière électronique. Eh bien, on aura, première condition d'oscillation, ici, on l'a vu tout à l'heure, il va falloir que le déphasage, ici, soit du type 2P fois pi ou 2Kpi, ici, pour avoir AS bar, ici, en phase avec AE bar, pour que, on l'a vu tout à l'heure, en fait, le signal, ici, reparte, bien évidemment, en phase par rapport au signal d'entrée. Donc, première condition d'oscillation, il va falloir, comme tout à l'heure, on avait dit que AS bar, si AE bar est réel, admettons, eh bien AS bar soit réel. Donc R1 et R2 sont deux coefficients réels positifs. Donc il va falloir que, ici, sur le terme en exponentielle moins 4pi NLJ sur lambda, on ait une condition où ce terme-là est purement réel, c'est-à-dire 4pi NL sur lambda du type 2 fois P fois pi. Donc ça nous dresse une condition sur la longueur de la cavité. On obtient que L est du type P lambda sur 2n. Attention, méfiez-vous, petit n, ce n'est pas un nombre entier, hein, c'est l'indice du milieu. Donc la longueur de la cavité doit posséder ici une valeur quantifiée de lambda sur 2n. La fréquence, ici, ce sera P fois C divisé par 2nL. La longueur de la cavité doit être particulière. C'est un petit peu comme la corde fixée aux deux extrémités. On a vu bien sûr qu'elle obéissait à certains modes propres d'oscillation. Et bien là, pour avoir des interférences constructives sur l'aller-retour de l'onde optique, il va falloir en fait que la longueur de la cavité soit ici du type P lambda sur 2n. La fréquence doit être quantifiée du type PC sur 2nL. Par contre, le gros problème, c'est qu'il va falloir nécessairement, on l'a vu tout à l'heure, que le produit R1, R2 soit égal à 1, deuxième condition. Et malheureusement, un coefficient de réflexion en amplitude, c'est forcément plus petit que 1. Donc la condition R1 égale R2 égale 1, on ne peut pas l'avoir telle qu'elle. Il va falloir bien sûr disposer d'une autre partie, comme tout à l'heure. C'est comme si là, par exemple, je fonctionnais qu'avec un oscillateur électronique, qu'avec le pont de vide. Il va nous falloir l'équivalent du montage non-inverseur de tout à l'heure pour arriver à avoir non plus R1 R2 égale 1, ça c'est impossible, mais avoir un facteur d'amplification pour nous permettre d'avoir un terme ici pré-exponentiel qui soit égal à 1. D'où petit 2, l'effet laser. Donc l'effet laser, ici, va consister à injecter, la solution va ici nous permettre d'injecter ici sur le signal, à l'entrée ou à la sortie. Il va falloir amplifier le signal, lui donner un certain gain. Ça, on l'a vu tout à l'heure, bien sûr, physiquement, ce sera le principe du pompage optique, ici, qui va nous permettre d'avoir un montage amplificateur. Donc on va mettre à l'intérieur ici du milieu, une sorte de milieu amplificateur de gain petit g, tel que cette fois S bar sur AE bar, ce sera G multiplié par R1 exponentielle moins 4pi NL J sur lambda. En fait, ici, vous avez la fonction de transfert de tout à l'heure qui était générée bien sûr par le pont de vide, qui sera remplacé par la cavité R1 et R2 exponentielle moins Jφ. Donc vous voyez, au lieu d'avoir un filtre passe-bande en électronique, en fait ici j'ai une sorte de réseau déphaseur en optique. Et puis le montage dans l'inverseur qui fabriquait l'amplitude grand A, et bien là on aura un milieu amplificateur optique qui va nous permettre d'avoir un gain petit g. On va remplacer le passe-bande par un réseau déphaseur et on remplace le montage dans l'inverseur ici par un montage de gain petit g, et ça c'est fait justement par une idée du pompage optique qui a été proposée par Alfred Kessler en 1966 pour la première fois, qui nous permettra d'avoir une amplitude ici dans le milieu amplificateur qui aura tendance à augmenter au cours du temps. Essayons de voir l'histoire de tout à l'heure avec l'effet de non-linéarité, petit 3, je termine là-dessus, sur l'intensité du laser.
Donc ça, c'est le dernier point. Si on essaye de tracer le gain en fonction de la puissance, si on trace petit g en fonction de la puissance, donc je vous l'ai mis derrière, ici, vous tracez g en fonction de P. Bon, la condition d'oscillation, ici, on a vu que G, R1, R2 devra être égal à 1. Donc G, au point où ça a fonctionné, égale 1 sur R1, R2. Donc on peut noter un point I ici. Si G égale R1, R2, vous avez votre point de fonctionnement. Si jamais vous mettez un petit peu trop de puissance, vous augmentez la puissance par rapport à cette position-là, donc vous allez vous déplacer du point I au point A. Mais si on augmente la puissance, on augmente le gain. Si on augmente le gain, du coup, on va revenir ici sur la courbe. Même chose, si dans le milieu amplificateur, vous diminuez la puissance. Si vous diminuez la puissance, à ce moment-là, vous allez, ici, admettons, vous diminuez la puissance, vous allez en B. Si vous diminuez la puissance, vous diminuez le gain. Du coup, une diminution du gain va nous permettre de retourner au point I. Exactement la même chose qu'en électronique tout à l'heure. Tout à l'heure, en électronique, on met trop de pêche, ici. Au niveau de grand A, on sature l'ampli-op. Si on sature l'ampli-op, on passe sur une nouvelle équation différentielle et dans ce cas-là, on désamplifie l'ampli-op. Ici, on désature l'ampli-op. On repart sur notre équadif. Les oscillations augmentent, etc. Ça se contrebalance et on va rester au même point. Là, au niveau optique, c'est exactement la même chose. On part d'un point de fonctionnement. On met un petit peu trop, ici, on amplifie un petit peu trop la cavité résonante. Et dans ce cas-là, on se déplace en A. Mais si on se déplace en A, et à ce moment-là, le gain va augmenter, hop, on revient en I. Si même chose, on en met un petit peu moins, à un moment donné, on réduit l'amplitude avec la puissance, donc on réduit le gain, hop, on est revenu en grand I. Voilà un petit peu comment fonctionne ici le laser, donc très très utilisé. On verra au chapitre prochain, bien sûr, l'étude du faisceau laser. Là, on a essayé d'expliquer un petit peu comment allait marcher un laser, ici. On verra au chapitre prochain, on va s'intéresser à l'étude du signal lumineux provoqué par le laser. Allez, on se retrouvera tout à l'heure ou un petit peu plus tard pour un nouvel épisode.